Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir l'auteur Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour, très contente de vous avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour, je suis ravi d'être là. Et j'ai envie de vous présenter à mes auditeurs. Alors, vous êtes dramaturge, nouvelliste, romancier, réalisateur. Vous avez un doctorat en philosophie. Et on dit de vous que vous êtes un écrivain compulsif parce que vous écrivez beaucoup d'ouvrages. Ah, j'aime pas du tout le mot compulsif. Bah, ça fait maladif. C'est simplement que je suis dans un moment de ma vie très heureux où j'ai les moyens de faire ce que je désire faire. C'est-à-dire que je suis habité par plein d'histoires, par plein de réflexions, par plein de projets et je suis dans ma maturité, donc ça s'écrit facilement. Et on dit de vous que vous êtes un des auteurs les plus lus à travers le monde. Ça, c'est flatteur quand même en tant qu'auteur. Ça, je le prends très bien, par contre. Vous voyez, autant compulsif, je suis pas forcément d'accord. Mais oui, j'ai cette chance d'être lu dans une cinquantaine de pays et mes pièces sont aussi jouées dans une cinquantaine de pays. Je pensais pas du tout que j'aurais une vie d'écrivain aussi heureuse parce que le seul souhait d'un écrivain, c'est d'être lu. Et j'ai la chance d'être lu, voire même d'être désiré, parce que souvent mes lecteurs attendent le prochain livre. Moi, vous savez, je sors souvent de plusieurs mois de travail avec un livre et les gens viennent me voir pour une signature en me disant « Bon, ça y est, je l'ai lu, et c'est quand le prochain ?» Je dis « Non, rendez-vous compte, moi je viens juste d'achever celui-là. » Non, je suis porté par le plaisir des gens. Ça me donne des ailes. Et en plus de faire des récits, des nouvelles, des romans, vous faites des opéras, vous en avez fait 2, et une bande dessinée aussi dernièrement. Oui, parce que, vous savez, j'avais une histoire dans la tête, l'histoire d'un petit poussin qui se demandait d'où il venait, parce qu'il se souvenait pas d'avoir habité un œuf. Et c'était en fait un petit conte philosophique. Et depuis des années, je le racontais aux enfants des amis, de ma famille, des proches, et puis ça amusait tout le monde. Et puis on me disait mais écris-les ces histoires. Je disais non, c'est pas des histoires qui doivent être écrites. Et un jour j'ai compris que c'était des bandes dessinées. Alors voilà, j'ai fait cette bande dessinée. On en est au 2e tome avec un grand dessinateur belge qui s'appelle Jean Ry, qui a fait Le Petit Spirou. Et ça s'appelle Les Aventures de Poussin Ier. Et avez-vous toujours rêvé d'être écrivain? Oh non, je suis comme tout le monde, j'ai rêvé de faire des tas de choses. J'ai rêvé de faire beaucoup plus de choses que la vie ne me permet d'en faire. J'ai rêvé d'être vétérinaire, j'ai rêvé d'être archéologue, j'ai rêvé d'être musicien, beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai fait le conservatoire, je joue du piano et la musique tient une grande place dans ma vie. Mais en fait, tout le monde avait compris que j'étais écrivain avant moi. Mes parents avaient compris que j'étais un écrivain, mes professeurs aussi, mes amis aussi. Et j'étais le dernier à m'en rendre compte. Parce que dès l'âge de 11 ans, j'ai écrit mon premier roman. À 16 ans, j'ai écrit ma première pièce qu'on a jouée au théâtre. À 17 ans, j'étais reçu par le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à l'époque, parce que j'étais le meilleur élève de France en composition française. Voilà, tout le monde avait compris, sauf moi. Moi, j'ai mis un certain temps à me rendre compte que c'était ça, ma vocation. Et vous êtes quel genre d'auteur? Est-ce que vous écrivez à tous les jours ou vous écrivez quand l'inspiration vous vient? Non, je n'écris pas tous les jours, du tout. Par contre, tous les jours, je rêve. Tous les jours, je médite. Tous les jours, les histoires que j'ai dans la tête ou les personnages que j'ai dans la tête me font signe. Mais je n'écris que quand l'histoire est mûre. Je ne prends aucune note. Je laisse les histoires grandir et mûrir dans mon cerveau comme un pommier laisserait mûrir les pommes. Et puis quand c'est mûr, j'écris, je rédige. Et à ce moment-là, ça me prend le temps de la rédaction. Mais la composition, le rêve a été très, très lent souvent. Et donc, je n'ai aucune habitude d'écriture. C'est pour ça que je peux voyager autant, c'est pour ça que je peux faire des choses très, très différentes. De toute façon, les livres se composent au fond de moi, sans ma volonté. Ça se fait tout seul. Je vous dis, c'est comme un arbre. Est-ce que vous utilisez des plans en période d'écriture? Des plans? Oui. Non. Non, je sais par quoi le livre commence, je sais comment il finit. Parce que si on ne sait pas comment un livre finit, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut dire. Et puis, une fois que je sais tout ça, et que je connais un peu l'architecture du milieu, je prends la plume et j'essaye de me surprendre par rapport à ce que je sais déjà. Voilà.
Et vous occupez le siège 33 de l'Académie royale de la langue et littérature française de Belgique, qui avait été occupé à l'époque par Colette et par Cocteau. Faut le faire quand même, ça doit être flatteur quand on vous a offert ça. Ah, ça a été un de mes plus grands bonheurs, avoir ce siège-là. Parce qu'en plus, l'Académie a fait en sorte d'attendre que ce siège soit libre pour me l'offrir. Parce que c'est le siège le plus prestigieux de l'Académie. Et il se trouve que Cocteau et Colette font partie de mes auteurs préférés. Donc j'étais d'autant plus bouleversé. Alors voilà, quand je m'assois dans ce fauteuil, j'ai la tête pleine de souvenirs. Je me dis que j'ai beaucoup de chance. Et je me cale bien dans le fauteuil en me disant que peut-être si physiquement c'est ce fauteuil qui inspire, ça va me donner encore plus de force et d'énergie pour écrire la suite de mon œuvre. Et vous faites partie des auteurs qui sont les plus étudiés au lycée et au collège. Ça, c'est le fun de savoir que les jeunes, la relève, vous lit. Au début, ça m'inquiétait. Pourquoi? Quand j'ai appris que j'étais un auteur imposé. Vous savez, un auteur qu'on oblige les gamins à lire. Je me suis dit, oh là, ils vont me détester. Et puis, c'est un peu le contraire qui se passe, quoi. D'ailleurs, si les profs donnent tant de mes livres à lire, c'est parce que les jeunes adorent. Et donc, ils sont assez enthousiastes et du coup, le cours de français se passe très très bien. Et maintenant, je découvre effectivement que j'ai plein de lecteurs qui viennent de ça, c'est-à-dire ils m'ont découvert pendant leurs études. Ça me fait un drôle d'effet d'ailleurs quand je vois arriver des gens qui pour moi sont des adultes complets et qui viennent me dire « Je vous lis depuis que je suis tout petit ». Je me dis « Oui, le temps passe ». Et vous avez lancé dernièrement un nouvel ouvrage, un récit autobiographique, La Nuit de Feu, un événement qui s'est passé en 1989 et que vous avez attendu 25 ans avant de nous le présenter, de nous raconter l'histoire. Vous savez, j'ai vécu un moment extraordinaire dans le désert, puisque je suis rentré dans le désert athée et que j'en suis ressorti croyant. Donc je me suis perdu et j'ai reçu la foi pendant une nuit qui aurait dû être affreuse et qui est en fait la plus belle de ma vie. C'est pour ça que je l'appelle la nuit de feu. Mais quand j'ai vécu ça, j'ai pensé que c'était pour moi, rien que pour moi. Je ne suis pas du genre à faire des livres avec ce que j'ai vécu. J'ai de l'imagination. Donc pour moi, il n'y avait pas de livre à écrire. Et en fait, je n'avais pas compris ce qui s'était passé. Parce que depuis cette nuit, l'homme que je suis avait changé. Tout ce que vous avez lu de moi a été écrit après cette nuit. Tout ce que vous connaissez de moi, l'écrivain que je suis est né après cette nuit. C'est pour ça que je dis que dans le livre que je suis né 2 fois. Une fois en 1960 à Lyon et une fois en 1989 dans le désert. J'ai eu une naissance de chair et puis une naissance d'esprit. Et donc voilà, j'ai vécu ce moment extraordinairement fort, cette nuit mystique. Et en fait, ce moment, il éclairait déjà toutes mes actions et il éclairait mes œuvres. Au fond, déjà, je rendais compte de cette nuit dans toutes mes œuvres. Quand j'écris Oscar et la Dame Rose, je parle d'un sujet terrible, la maladie et la mort d'un enfant, mais j'en parle d'une façon réconfortante, avec beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Quand j'écris sur Hitler, dans La part de l'autre, je fais le portrait d'un monstre, mais en même temps, je propose l'antidote. Adolphe H., le peintre qu'il aurait pu devenir. Et en fait, depuis toujours, les journalistes, vos collègues masticotaient, ainsi que les lecteurs, ainsi que les universitaires qui s'occupaient un peu de mon œuvre, en disant « Mais comment faites-vous pour avoir toujours cette lumière dans vos écrits et avoir toujours cette émotion du cœur, même si c'est votre intelligence qui parle, il y a le cœur derrière. » Et un jour, j'ai craqué, j'ai dit la vérité. J'ai dit parce que l'homme que je suis, il est né dans le désert, il est né dans le Sahara une nuit, et il est né parce que j'ai rencontré l'absolu, j'ai rencontré Dieu, et du coup, au fond de moi, il y a une confiance infinie dans la vie, dans la condition humaine, dans la création. À partir du moment où j'ai dit ça, j'étais foutu. Je n'en disais jamais assez. Les gens voulaient toujours en savoir plus. Et au fond, ce livre que vous avez dans les mains, La Nuit de Feu, c'est peut-être le seul de mes livres qui a été désiré par les autres avant d'être désiré par moi. On me l'a demandé, ce livre. Vous voyez ce que je veux dire ? On me demandait d'expliquer, de raconter, de témoigner.
Et en fait, c'était ça l'ultime leçon de ma nuit dans le désert. Quand on reçoit la lumière, il faut la redonner. Et donc, il fallait que je témoigne. Alors, ça m'a pris du temps. D'abord, le temps de comprendre, comme je viens de vous le dire, mais aussi le temps de trouver les mots. Parce que les mots, ils n'ont pas été inventés pour raconter ça. Les mots, ils décrivent la vie ordinaire, pas l'événement extraordinaire. Les mots, ils ont été inventés pour décrire le visible, pas l'invisible. Alors il fallait que je trouve des mots justes, modernes, frais, neufs, les miens, pour raconter une nuit mystique. Parce que je ne voulais pas reproduire les mots des traditions religieuses ou des théologies existantes. Je voulais que ça soit mes mots pour mon expérience à moi, pour la livrer authentiquement au lecteur. Donc ça m'a pris du temps. Et je suis très content maintenant parce que le livre est là, il existe, il est tel que je le souhaitais et il est magnifiquement reçu parce qu'il passionne autant les athées que les croyants. Il passionne tous les gens qui cherchent en fait, tous les gens qui sont en mouvement, tous les gens qui ont un chemin de vie. Et vous cherchiez beaucoup avant de partir pour le Sahara en 1989. Oui, qui ne se cherche pas à 28 ans? Enfin, d'ailleurs, il y en a qui cherchent toute leur vie. Tout le monde n'a pas la chance de se trouver, ou de trouver son chemin, ou de trouver l'énergie fondamentale qui va le faire avancer. Oui, je suis rentré dans le désert, j'avais 28 ans, j'étais déjà professeur de philosophie à l'université. C'était mon premier métier, et mon seul métier d'ailleurs, que j'ai très vite quitté, puisque dès que j'ai écrit, j'ai gagné ma vie avec ma plume. Et j'étais très heureux d'exercer ce métier, mais cette route que je voyais devant moi, cette route professionnelle que j'avais devant moi, je me disais, au fond, cette route, elle est le résultat de mes études. C'est une route logique, mais est-ce que c'est ma route? Est-ce que je vais vivre ma vie si je m'engage dans cette carrière, ou est-ce que je vais vivre la vie d'un autre? Alors c'est souvent des questions qu'on se pose à 28 ans, parce que tout d'un coup on a son premier poste, qui est le résultat du cursus qu'on a fait. Et voilà, est-ce qu'on se laisse faire? Est-ce qu'on laisse la vie décider pour soi, ou est-ce qu'on décide soi? Donc je suis rentré dans le désert en me disant, je vais profiter de cette marche de 10 jours pour réfléchir à ça. Je m'attendais pas à trouver autant que ce que j'ai trouvé. Au fond, j'étais très centré sur moi à ce moment-là. La merveille de cette nuit, c'est qu'elle m'a décentré. Elle m'a permis de me trouver, certes, mais elle m'a aussi permis de penser que j'étais pas le centre du monde et que j'étais qu'une courroie de transmission. Si vous me permettez, M. Schmitt, on va s'arrêter et au retour, on continue de parler de la nuit de feu.